pourquoi Vladimir Poutine déteste Emmanuel Macron. Pour le découvrir, regarde ça. Je vais être très direct avec toi. Cette vidéo, elle risque fortement d'être supprimée des réseaux sociaux. Parce qu'on va y aller fort. Alors profites-en avant qu'elle ne soit définitivement effacée des réseaux sociaux. Tout d'abord, j'aimerais te parler de cette histoire de la table qui séparait Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. What's that? How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have good trip? Very good. Je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi cette table immense entre ces deux hommes? Eh bien, la réponse, tu vas la voir à la fin de cette vidéo. Mais revenons sur le sujet Emmanuel Macron. Il y a quelques jours de cela, il avait annoncé ceci. Jamais Emmanuel Macron n'avait prononcé une phrase aussi menaçante envers la Russie. Hier soir, le chef de l'État évoque pour la première fois la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Cet homme a du courage. Déjà, en annonçant que tu pourrais déployer des troupes au sol en Ukraine, c'est un petit peu la ligne rouge qui est franchie. C'est une déclaration de guerre. Et là, ce serait la déclaration de la Troisième Guerre mondiale. Et dans un même temps, là où je peux souligner le courage du président, c'est que le Premier ministre néerlandais a dit « On n'a absolument pas évoqué ce sujet-là ». À la sortie de cette conférence, cette position était loin de faire consensus auprès des autres dirigeants européens. Pour le Premier ministre néerlandais, la question n'a même pas été abordée. Ça n'a pas été évoqué. Donc, cela signifie qu'Emmanuel Macron a pris cette décision de par lui-même, sans même se concerter avec tous les autres chefs d'État européens ou américains. Mais, en interne, cette décision a fait des remous dans l'opposition. Vous n'avez pas assumé. Mais maintenant, le gouvernement polonais est prêt à vous prendre au mot. Qu'allez-vous faire? La dissuasion doit servir à protéger les intérêts vitaux de la France. La France n'a jamais cru à un parapluie nucléaire. Et la semaine dernière, un accord de défense a été signé avec l'Ukraine, une nation en guerre. C'est inédit. Quand le Parlement pourra-t-il ratifier cet accord? Vous ne cessez de parler de réarmement à toutes les sauces. Cette rhétorique prépare la guerre. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. La réaction du jeune Premier ministre m'étonne. Elle m'étonne à la même hauteur que les propos du président Emmanuel Macron. Des propos qui sont lourds de sens. Mais lorsque l'on voit leur réaction, on sent une certaine légèreté. Comme si la guerre n'était pas quelque chose d'extrêmement dangereux pour la population. Et en réalité, tu prends conscience que ces gars-là, au fait, ils y connaissent rien à la guerre. La guerre, c'est faire face au réel. Je veux dire, moi j'ai simplement vu des images de ce qui se passe en RDC, République démocratique du Congo. J'ai vu des images de ce qui se passe à Gaza.
Rien que ce que j'ai vu m'a retourné le cœur. Et je te dis pas la réaction de mes amis qui ont vécu la guerre dans leur chair. Quand ils en parlent, ils n'ont même pas envie d'en parler, tellement que ça les a traumatisés. Et donc, là se pose la question, comment des hommes tels que Macron et Attal peuvent se permettre de parler d'une telle légèreté d'un événement qui pourrait créer le désordre mondial? La légèreté de ton du président de la République et du Premier ministre trouve son origine dans les élections européennes. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron a fait une visite au Salon de l'Agriculture. Et ça a été une des visites les plus chaotiques de l'histoire de ce salon. Disons musclé, avec une jeune fille où il lui a parlé en disant vous dites n'importe quoi en faisant un signe de la tête. Méprisant. Et bah, je sais pas, regardons cette séquence et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas comment décrire ce qui s'est passé. Alors vous savez quoi? C'est courageux. Vous allez voir là-bas, vous leur dites qu'on va passer moins sur les confitons. Vous revenez me voir avec des propositions. Les propositions elles sont faites par la Confédération paysanne et la Confédération J'en ai comme ça là en stéréo, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, une même nation, on s'en sortira. On a des solutions concrètes en avance. C'est à l'industrie que vous faites avancer. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais vous dire. Merci. À droite, vous avez donc, c'est à la même heure. Juste, il y a 15 mètres d'intervalle. À droite, vous avez le président de la République qui caresse oreillette. Et puis à gauche, donc, vous avez ce nouveau mouvement de foule. Il y en a eu plusieurs, des tensions entre CRS et agriculteurs. Ça fait mauvaise presse. Et dans le jeu politique, l'élément central, c'est quoi? C'est l'opinion. Il faut que l'opinion soit de ton côté. Et si ton image est ternie, c'est pas bon pour les élections. Donc, l'une des meilleures techniques pour faire oublier les gens cette mauvaise presse, c'est de créer un contre-feu médiatique. Je m'explique. Tu vois, je vais donner un simple exemple. Imagine, une personne a arnaqué des milliers de personnes à travers le monde. Toutes les personnes arnaquées décident de se plaindre et envoient des messages à cette personne. Cette personne, sachant pertinemment bien que ce qu'elle a fait est mal et répréhensible, décide de créer un contre-feu pour faire oublier toutes ces arnaques. Et ce contre-feu pourrait être de se faire passer pour une victime de harcèlement, et dire « Mais regardez, il m'attaque, je suis la victime !» Et en dirigeant le regard de l'opinion vers cette victimisation, elle en fait totalement oublier sa culpabilité. Et donc, Emmanuel Macron, il use de cette technique, ce contre-feu médiatique. Je veux faire oublier mon passage chaotique au Salon de l'Agriculture. Il faut que les gens parlent d'autre chose. Et quoi de mieux d'avoir une opinion favorable lorsque l'on parle de politique internationale? Disons-le. L'élément central qui a fait réélire le président Emmanuel Macron, c'est malheureusement la guerre en Ukraine. Et donc, en adoptant une posture, une stature d'homme, d'État qui s'adresse à l'international, eh bien, les conséquences seraient que l'opinion générale nous soit favorable. Or, ce contre-feu médiatique a fait pchit. Alors pourquoi le contre-feu médiatique a fait pchit? Tu vois, dans la vie, chaque être humain est amené à travailler sur un projet. Et la réussite de ce projet dépend d'un élément qui va faire toute la différence. Tu vois, on a tous un ego, d'accord? Mais lorsque l'on met son ego au service du projet, on a de fortes chances que cela réussisse. Je prends pour exemple Steve Jobs. Steve Jobs mettait sa personnalité, son ego, au service d'Apple. Apple était le projet, Apple était plus grand. Steve Jobs n'était que le messager du projet. Par contre, lorsque le projet
se met au service de l'ego de la personne, eh bien dans ce cadre-là, le projet a souvent tendance à échouer. Et dans notre cadre de géostratégie internationale, Emmanuel Macron a décidé de mettre le projet de troupes au service de son ego, afin d'obtenir une opinion favorable. Et ça, tous les autres chefs d'État l'ont compris. Envoyer des troupes occidentales à la rescousse de l'Ukraine en difficulté, Emmanuel Macron brise le tabou. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Un signal fort à destination de Vladimir Poutine. Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Allemagne, Slovaquie. De nombreux pays européens se sont empressés de manifester leur réticence. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Même fin de non-recevoir du côté du premier fournisseur d'armes à l'Ukraine, les États-Unis. Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. À Moscou, la réaction est cinglante. Toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, selon le Kremlin. Voici la raison pour laquelle le contre-feu a fait pchit. Parce que les autres chefs d'État n'étaient pas dupes. Au départ, c'était une humiliation nationale au salon de l'agriculture. Et là, ça s'est enchaîné par une humiliation internationale. Tous les chefs d'État qui étaient impliqués indirectement dans cette guerre ont dit non. Et donc, c'est là que tu comprends que même les autres chefs d'État ont compris que lorsque Emmanuel Macron s'est exprimé, il ne s'est pas exprimé de telle sorte à mettre son ego au service du projet, mais il avait décidé de mettre le projet au service de son propre ego. Venons-en à l'histoire de cette table. Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe. Froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin, pas de poignée de main devant la presse, le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur, dans l'une des salles de réception officielles, réservées aux hôtes de marque. Vladimir. Bonsoir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have good trip? Very good. Dans ce décor blanc typiquement soviétique, les deux chefs d'État restent à bonne distance, derrière une immense table en marbre blanc, aussi large que la défiance qui existe entre la Russie et les Occidentaux. La table du Kremlin de cette négociation marathon restera dans les annales. Poutine... Quand on comprend que c'est l'ego qui est le centre de gravité de cette histoire, et que cet ego veut se nourrir d'une opinion favorable du public afin de devenir une personnalité qui est aimée, tu comprends pourquoi Vladimir Poutine a créé une distance énorme entre les deux hommes. Parce que le genre de personne qui met le projet au service de son ego sont souvent des personnes inconstantes. Aujourd'hui, elles te disent une chose, demain, elles vont te dire le contraire. Aujourd'hui, c'est bleu, demain, ce sera rouge. Hier, c'était vert, ben aujourd'hui, ce sera jaune. Elles sont constamment inconstantes. Pourquoi elles sont inconstantes? Parce que comme elles cherchent les faveurs du public, comme elles cherchent à être au centre du jeu pour leur ego, elles sont prêtes à sacrifier leurs convictions pour leur propre personne. Et ça, Vladimir Poutine, il l'a compris. Et il y a certains comportements, certaines émotions qui peuvent être contagieuses. Raison pour laquelle il a créé cette distance. Car il sait qu'il est face à un homme qui est inconstant et qui est venu à la table
pour son ego, pour l'opinion publique. Et en réalité, derrière ça, il y a une vraie leçon de vie. Tu vois, le premier élément que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu te lances dans un projet et que tu veux réussir, eh bien, tu dois mettre ton ego au service du projet et pas le contraire. Et le deuxième élément, qui est le plus important, c'est que tu dois choisir des gens qui ne mettent pas le projet au service de leur ego. Pourquoi ? Tu dois créer une distance avec ce type de personnes. Car lorsqu'elles se rapprochent de toi et du projet, elles peuvent créer un déséquilibre dans l'atteinte de la réussite. Parce qu'elles sont inconstantes. Parce qu'aujourd'hui, elles te diront A et demain, elles te diront Z. Au fait, chaque jour, chaque événement dépend de leur propre ego et non pas de la réussite du projet. Et dans le fond, dans cette guerre malheureuse, parce que chaque guerre est malheureuse, quelle est la victoire? Macron a dit « Il ne faut absolument pas que la Russie gagne cette guerre ». Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Mais dans une guerre, aucun des deux belligérants ne gagne. Le seul moyen de remporter une guerre, c'est la paix. Et lorsqu'il y a une paix, ce sont les deux qui gagnent. Et donc, à travers cet événement géopolitique retentissant qui a malheureusement humilié la République française, je veux que tu comprennes un élément extrêmement important. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, tu dois exactement bien choisir les gens avec qui tu vas collaborer. Si tu collabores avec des gens qui ont un sur-ego et qui cherchent à ce que le projet soit à leur propre service, tu risques de gâcher du temps de ta vie, extrêmement précieux. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est que si tu veux réussir, il faut que tu t'investisses au service d'un projet qui te tient réellement à cœur. Et quand tu comprendras cela, eh bien tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, je vais te demander de réaliser un élément extrêmement important. Je veux que tu écrives en commentaire « Je suis gagnant ». Je répète, « Je suis gagnant ». Pourquoi je te le demande? Tu vois, l'objet de cette vidéo n'est pas de détruire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le prends comme modèle, tu vois. Et souvent, les autres sont le miroir de nos propres imperfections. Moi-même, j'en ai plein. J'ai plein de défauts. Et je pourrais faire plein de vidéos sur tous mes défauts. Mais à travers cet épisode qu'on vient de voir là, on comprend que la défaite, c'est de mettre son ego au centre du jeu. Tandis que la victoire est synonyme d'investissement personnel au service de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est là qu'on est gagnant. Raison pour laquelle je demande d'écrire en commentaire « Je suis gagnant ». Et j'aimerais également que tu me dises quelle est ton opinion par rapport aux propos d'Emmanuel Macron? Quelle est ton opinion par rapport aux guerres qui se passent dans le monde? J'ai hâte de te lire et on fera prochainement une nouvelle vidéo sur ce sujet si on n'a pas été exécuté par les réseaux sociaux.